Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue à notre webinaire French Morning. Nous sommes ravis de vous retrouver en ligne aujourd'hui pour une heure d'informations précieuses. Pour ceux qui nous découvriraient, nous sommes le média de référence dédié aux expatriés francophones aux États-Unis, Canada et Royaume-Uni. Si vous le souhaitez, si tel n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur frenchmorning.com. J'ai l'honneur d'accueillir deux experts de renom, maître Cécile Sainte-Cluc et maître Olivier Lecomte, tous deux notaires, qui partageront avec nous leurs conseils avisés sur des sujets essentiels. Nous allons parler ensemble régime civil, des régimes matrimoniaux, contrat de mariage, testament, donation et succession, fiscalité internationale, bref, tout ce qu'il faut savoir, et c'est votre cas quand on est expatrié dans un pays anglo-saxon. Je vous invite à poser vos questions sur le chat à nos experts. Certains l'ont déjà fait ces derniers jours par email. Nos experts vont vous répondre tout au long de ce webinaire, un format très original puisque la colonne vertébrale de ce webinaire sera l'ensemble de vos questions. Permettez-moi de vous présenter nos intervenants à qui je souhaite la bienvenue. Bonsoir. Merci, bonsoir à tous. Maître Saint-Cluc va nous rejoindre dans quelques minutes. Elle est notaire à Carcassonne. Elle parle couramment l'anglais et l'allemand. Elle travaille au quotidien dans un contexte international. Elle est titulaire du certificat de spécialisation en droit notarial international et du diplôme de droit notarial international et européen de l'Université de Lyon 3. Elle est membre de la mission internationale du Conseil supérieur du notariat et participe à des missions d'information auprès des Français de l'étranger. Elle assiste malgré tout, malgré un agenda de Premier ministre, je ne sais pas comment elle fait, aux travaux de commission de l'ELI, le programme européen de réflexion sur les législations européennes. Maître Olivier Lecomte est notaire à Paris. Vous êtes diplômé en droit international privé, rapporteur de la deuxième commission du 115e Congrès des notaires sur le droit international et vous êtes détenteur d'un master en droit fiscal approfondi de l'Université de Paris-Dauphine. À l'un et l'autre, merci d'être avec nous et de nous faire bénéficier de votre expertise. Très originale, la manière dont nous allons opérer ce soir. Je vous le disais en préambule, un certain nombre de questions qui nous sont parvenues auxquelles vous allez répondre au fur et à mesure. La première nous est adressée par Jennifer. On remercie pour son préambule en nous disant très bonne idée ce webinaire. Sa question, donation et héritage provenant de France ou d'un autre pays européen, jusqu'à quel montant est-elle exonérée d'impôts, sachant que l'héritage reçu sera déjà imposé automatiquement en France ou dans le pays européen, aux États-Unis. Elle vous souhaite une excellente fin de journée par la même occasion. On vous écoute, maître. Oui, donc pour répondre à cette question, nous limiterons l'hypothèse aux biens situés en Europe, dont la France, et nous considérerons que vous êtes, Jennifer, l'héritière ou la donataire, et que le défunt ou le donateur, puisque vous avez levé les deux possibilités, est résident en France, c'est-à-dire que c'est un non-résident alien aux USA. Il est faux de penser qu'il existe en Europe de façon uniforme une taxation égale des biens transmis à l'occasion d'une donation ou d'un décès. Les successions ne sont pas toujours taxées en Europe ou bénéficient parfois d'abattements importants. Par exemple, le Portugal exonère intégralement les successions en ligne directe. L'Italie exonère la taxation des successions jusqu'à 1 million d'euros. En France, on est un peu moins généreux, puisqu'on est un des pays qui taxe le plus dans le monde, avec certains pays du nord de l'Europe, l'abattement étant limité à 100 000 euros par enfant en ligne directe. Donc, Jennifer, si nous voulons répondre de façon précise à votre question, il faudrait étudier chaque convention fiscale en matière de donation et de succession que les USA ont signé avec chacun des pays du continent européen, si toutefois ils ont signé une convention. Nous allons par conséquent nous limiter à la France parce que le travail serait trop gros et puis on veut quand même traiter plus de questions que voilà. En ce qui concerne la France, il existe une convention en matière de succession et de donation qui a été signée le 24 novembre 1978 ainsi qu'un avenant du 8 décembre 2004.
Dans votre exposé, vous suggérez que vous êtes la donataire ou l'héritière et que vous êtes résident fiscal américain au sens de la Convention fiscale. Nous devons donc, dans un premier temps, nous en assurer. Voilà, il faut qu'on soit sûr que vous n'êtes pas trompé. Alors, quels sont, en droit interne américain, les critères qui permettent de considérer qu'une personne est un résident américain pour l'imposition sur les donations et les successions? On précise tout de suite que ces critères sont différents en matière d'imposition des revenus. Donc, vous devez bien faire une distinction. En matière de succession et de revenus, je vais vous donner les critères. Et après, en matière d'imposition, c'est des autres critères. Il faut que ces critères soient remplis pour que vous puissiez prétendre à bénéficier du statut de domicilié et d'une fiscalité particulière. Donc, en votre qualité de particulier, en matière de donation et succession, vous serez considéré comme une résidente des États-Unis aux fins des impôts de transfert américains si vous êtes domicilié aux États-Unis. On considère que vous êtes domicilié aux États-Unis si, premièrement, vous êtes présente physiquement aux États-Unis, peu importe la durée de votre séjour, et si, deuxièmement, vous avez formulé l'intention de résider aux États-Unis, donc de façon permanente. Par conséquent, la notion de domicile est un critère subjectif parce qu'il dépend de l'intention d'une personne de demeurer aux États-Unis. En cas de doute, les tribunaux et la doctrine ont élaboré certains critères objectifs pour vous aider à déterminer si votre intention nécessaire pour établir votre domicile aux États-Unis est présente. Ces critères sont les suivants. On peut comparer la durée du séjour aux États-Unis et la fréquence des voyages à l'extérieur des États-Unis. Deuxièmement, ils peuvent comparer la taille, la nature et l'emplacement de votre résidence aux États-Unis comparativement à des résidences situées à l'extérieur des États-Unis. Troisièmement, la présence de liens familiaux, d'amitié, sociaux et d'affaires. Quatrièmement, la déclaration de résidence dans des documents juridiques comme les testaments, les fiducies et contrats. Il y a d'autres critères que je vais vous passer, puisqu'ils sont quand même assez nombreux, pour vous permettre, je voulais vous donner une idée pour que vous ayez un aperçu. Ces critères sont différents lorsqu'on est dans une notion de résident pour l'imposition des revenus. Dans un tel cas, les États-Unis ont une conception du domicile fiscal plus élargie. Ils considèrent comme résident fiscal américain toute personne qui soit a la nationalité américaine, soit est titulaire d'une carte verte ou, à défaut, remplit le Substantial Present Test. Alors, le Substantial Present Test, on va en parler un peu plus longuement tout à l'heure puisqu'il y a une deuxième question qui le concerne. On considérera, pour poursuivre notre exposé, que vous êtes donc résidente US au sens du droit interne américain, ce qui n'est pas très difficile en matière de donation ou de succession à atteindre. Alors, je vous précise que la Convention s'applique en vertu de son article 1 aux successions ou donations des personnes ayant, au moment de leur décès ou de la donation, leur domicile en France ou aux États-Unis, ou possédant la citoyenneté américaine, mais dans ces cas-là, que pour la taxe du côté américain. L'Amérique a une façon un peu particulière d'appréhender la Convention puisqu'elle tient compte de la citoyenneté. Ce qu'on ne fait pas en France, c'est un des seuls pays au monde encore à le faire, et ce qui rend la possibilité de taxation par les USA beaucoup plus large. Donc, il faudra être vigilant, car la Convention prévoit aussi en son article 4 la possibilité pour les États-Unis d'imposer, dans certains cas, leurs citoyens ou leurs résidents, comme si la Convention n'existait pas. Les règles d'imposition, donc, sont les suivantes. Je vais vous donner, donc, en fonction des biens, l'endroit où, dans votre cas particulier, les biens peuvent être taxés. Alors, vous nous avez dit que c'était des biens en France. Donc, on va d'abord commencer par les biens immobiliers, par les biens immobiliers situés en France. C'est-à-dire les maisons, des biens immobiliers, c'est les maisons, des appartements, des terrains, des garages, des terres, des bois et forêts. Tout ça, au sens fiscal, ça s'appelle des biens immobiliers. Mais aussi, si dans la succession de votre père, il y a des parts de sociétés à prépondérance immobilière, du type des SCI ou même une LLC qui possède des biens mais qui n'a que des biens immobiliers,
elle pourrait être taxée en France. Donc, ces biens sont imposables dans l'État où ils sont situés. Par conséquent, dans notre cas, les biens situés en France ne seront imposables qu'en France. Pas d'imposition aux USA, sauf une exception. Si le donateur ou le décusus, c'est-à-dire votre père, si c'est votre père qui vous fait la donation ou qui décède, est de nationalité US. Dans une telle hypothèse, les USA retrouvent le droit d'imposer les biens transmis, c'est l'article 5.1 de la Convention, et le bien sera alors imposé en France et aux USA. Ce n'est pas parce qu'il est imposé dans les deux pays qu'il y a une double imposition. La France prend une imposition, l'Amérique retaxe, mais limite son imposition en déduisant les impôts qui ont été payés en France. C'est ce qu'on appelle le mécanisme du crédit d'impôt qui est accordé par les USA. Alors généralement, soyez pas inquiets, l'Amérique taxe moins fort que la France, ce qui fait que vous avez des taux d'imposition qui sont rarement dépassés par l'Amérique vis-à-vis de la France et il y a rarement des droits à payer en plus lorsqu'on fait les calculs aux USA. Si les biens avaient été situés aux USA, dans notre cas, seuls les USA auraient eu un droit d'imposition exclusif parce que la France, elle va pas vous imposer parce que vous êtes française en disant vous êtes citoyenne française, même si vous êtes en dehors de la France, vous devez payer. La France ratisse un petit peu moins large en matière d'imposition sur la Convention. Maintenant, deuxième cas. Vous avez des biens mobiliers corporels dans la succession à venir ou dans la donation. Des biens mobiliers incorporels, c'est-à-dire les avoirs bancaires, les dépôts en banque, les soutes, des créances, des valeurs mobilières, des titres. Des titres, c'est des actions, hein, des OPCVM. Dans un tel cas, ils sont imposables dans l'état de situation, ceux en transit dans l'état de destination, si au moment du décès, ils étaient en train d'être transférés. Dans notre cas particulier, les biens étant situés en France, ils seront donc imposables en France. Ils auraient pu être imposables aux USA que si le donateur avait eu la citoyenneté américaine ou s'il avait été résident américain. Or, tel n'est pas le cas dans notre hypothèse, puisque vous ne m'avez pas indiqué que votre père était de nationalité américaine. Ça, c'est l'article 8 de la Convention, si vous voulez faire des petites recherches après coup. Maintenant, pour les biens mobiliers corporels, qu'est-ce que c'est qu'un bien mobilier corporel? Parce que quand vous allez lire les conventions, c'est les termes qu'on utilise, donc j'ai peur que vous soyez perdus. Donc je recolle à la réalité et je vous le traduis pour que ça soit plus facile pour vous. Les biens mobiliers corporels, c'est quoi? C'est le mobilier meublant, c'est les objets et les collections d'art et les bijoux. Pour ces biens, l'imposition est exclusive par l'État où la personne physique, donateur ou décusus était domicilié. Donc là, vous n'avez pas à vous poser de questions. Il n'y a pas une imposition possible en Amérique ou une imposition possible en France, enfin en Amérique et en France ou en France et en Amérique. Seul l'un des deux pays peut taxer. Là, c'est l'article 7.1 de la Convention. Et on tient compte donc du pays où la personne donne, où le décusus était situé, et seul ce pays a le droit de taxer les biens. Donc, dans notre hypothèse, Jennifer, puisque les biens sont censés être en France, seule la France peut taxer, vous n'avez pas de risque de double imposition en Amérique. Alors maintenant que vous savez quels sont les biens qui peuvent être taxés aux USA, donc dans votre cas, c'est simplement les biens qui seraient possédés donnés par votre père s'il avait la citoyenneté américaine ou si il était résident aux USA, ce qui n'est pas notre cas normalement. Nous devons étudier les modalités d'élimination de la double imposition. Alors, que prévoient ces dispositions? Il prévoit que la succession d'une personne qui, au moment de son décès, ne possédait pas la citoyenneté américaine peut bénéficier d'un crédit d'impôt unifié majoré. Alors, c'est encore un jargon bien particulier d'une convention qu'il faut que je vous traduise. C'est quoi un crédit d'impôt? C'est le droit de déduire en Amérique de l'impôt américain qui pourrait être dû une somme, mais qui serait majorée. Alors, ce montant de crédit d'impôt majoré, qui est accordé par la législation fiscale américaine en faveur d'une succession d'une personne qui, au moment de son décès, n'était ni un citoyen ni un résident des États-Unis, est de $13 000 pour les non-résidents étrangers
ou de 4 577 800 $ pour les résidents étrangers. Alors, ça ne fonctionne pas. L'Amérique ne donne pas le même crédit d'impôt en fonction des pays. Avec la France, on a un crédit d'impôt majoré plus favorable que d'autres pays qui ont signé des conventions avec l'Amérique. L'octroi de ce crédit est subordonné à la condition que l'ensemble des informations permettant son calcul, notamment la valeur de l'ensemble des biens faisant partie de la succession, soit fournie à l'administration américaine. Maintenant, quid si certains biens sont imposables aux USA en vertu de la Convention? Tel serait le cas dans notre hypothèse si le donateur ou le décujus était citoyen américain. Dans un tel cas, les biens concernés sont inclus dans la succession brute. La succession brute, aux USA, on appelle ça la gross estate, qui serait imposable là-bas. La valeur retenue du patrimoine du défunt est sa valeur marchande à la date du décès, ce qu'on appelle la market value. Dans ce patrimoine imposable sont déductibles aux USA les frais funéraires, les frais d'administration et les frais juridiques de la succession. Donc, pour résumer, si le donateur ou le décujus était domicilié fiscalement aux États-Unis, il aurait également été possible de déduire l'abattement dénommé Basic Exclusion, qui permet d'exonérer une donation ou une succession jusqu'à 13 610 000 $ pour un défunt ou donateur. Pour les non-domiciliary, l'abattement est de 60 000 $, ce qui semble être le cas qui pourrait être le cas dans votre cas particulier. Au-delà, les taux sont les mêmes que pour un résident, c'est-à-dire que les droits de succession que vous allez payer aux US vont dépendre de 18 à 40%. Toutefois, il faut que vous sachiez qu'il peut y avoir une imposition supplémentaire qui est prise cette fois-ci au niveau de certains États qui ont ce qu'on appelle le State Inheritance Tax en plus de l'imposition fédérale. Et sur ce point-là, il faudra donc vous renseigner auprès d'un fiscaliste local. J'ai la liste, mais je ne sais pas de quel État vous dépendez, donc vous ne me l'avez pas indiqué, donc je ne peux pas vous renseigner. Voilà pour cette première question. J'espère que je vous ai pas trop perdu. J'ai essayé d'être le plus succinct possible. Donc, je suis pas rentré énormément dans les détails parce que si je rentre dans les détails, je vais devenir indigeste. Je suis désolé et je le souhaite pas. Merci maître. Vous l'avez compris les amis, ce ne sont pas des réponses ChatGPT, mais de l'expertise de haut vol à laquelle nous vous permettons d'accéder aujourd'hui. Je suis ravi que vous nous ayez rejoint maître. Bonsoir. Bonsoir. Je suis désolée, Vous hein, j'ai un arrivez, peu d'embouteillage, donc voilà. rien ne Un peu sert de tard. courir, il faut arriver Oui, à temps et vous arrivez à brûle-pourpoint oui, pour une question d'Arlette. Arlette nous très bien. dit, j'ai hérité d'un petit appartement de ma mère en France que j'ai vendu cette année. Je l'ai possédé, nous dit-elle, pendant plus de 22 ans, donc je suis exonéré de la plus-value. Un ami comptable ici me dit que je dois payer cette plus-value ici, UK, et que même si j'étais sujette à cette plus-value en France, je devais le déclarer ici et payer la différence de pourcentage d'impôt entre les deux pays. Mon notaire en France me dit que je ne dois rien payer en Angleterre. J'ai écrit aux, je cite, non-résidents en France. Pas de réponse. Mes amis ici, dans la même situation, ne connaissant pas ce fait au sujet des impôts, nous nous sentons vraiment seuls et vous allez pouvoir répondre à leur solitude, maître. Oui, je vais essayer en tout cas. Alors, donc, il s'agit bien de la vente d'un bien qui était situé en France pour une personne qui est non résidente en France. Alors, il faut, donc, on va parler ici d'impôt, d'imposition sur la taxe sur la plus-value immobilière, c'est-à-dire que si on a un gain, ce gain peut être taxé. Alors, il existe une convention entre la France et le Royaume-Uni en matière d'impôt sur le revenu qui permettrait d'éviter les doubles impositions. Donc, il y a évidemment des calculs hein, qui sont faits par le notaire en France qui déterminent s'il y a une taxe à payer ou pas en France. Et la question de madame, c'est de savoir s'il y a quelque chose à déclarer en Angleterre. Alors, lorsque l'on est résident du Royaume-Uni depuis le 1er janvier 2019, on est certes peut-être exonéré, comme l'a dit la dame, de l'impôt sur le revenu qui est taxé à 19% au bout de 22 ans de détention du bien. Donc ça, OK, ça, elle a la bonne information.
En ce qui concerne l'autre partie de la taxe sur la plus-value qui concerne la CSG et la CRDS, c'est-à-dire des taxes que l'on parle, on dirait des cotisations sociales, là, il faut faire attention tout de même parce que l'exonération ne sera qu'au bout de 30 ans. Donc, certes, elle a pu être exonérée de cette partie à 19% au bout de 22 ans, mais il peut rester une imposition selon la durée de détention lorsqu'on n'a pas atteint ces 30 ans. Il faut savoir que quand on est résident d'un pays qui fait partie de l'espace économique européen, c'est-à-dire l'Union européenne, plus l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein, ou la Suisse ou le Royaume-Uni, et il y a une exonération d'une partie de ces cotisations sociales. Elles sont normalement taxées à 17,20% et pour les ressortissants des pays que je viens de citer, ils seraient taxés simplement à 7,5%. Alors, donc ça, ce sont des informations qui sont importantes. Une autre information, un petit rappel important, avant de répondre précisément à la question d'Arlette, c'est que selon le prix de vente, il faut également faire attention. Il peut être nécessaire de faire nommer un représentant fiscal lorsque le prix est supérieur à 150 000 € et lorsque l'on n'est pas exonéré pour certaines raisons. Maintenant, après avoir rappelé tout ça, je vais répondre à Arlette. Certes, il y a une déclaration à faire en France, avec le notaire français qui va faire les déclarations d'usage. Et lorsque l'on se tourne vers le volet fiscal de son propre pays de résidence, il faut effectivement faire une déclaration en Angleterre à son centre d'impôt, donc le centre d'impôt duquel elle dépend. C'est parce que c'est pas parce qu'on a une exonération dans un pays grâce à une convention qu'on sera exonéré dans son pays de résidence. Selon la convention franco-britannique, il y a une imposition dans le pays dans lequel est situé le bien immobilier, mais il faut faire une déclaration également dans son pays. Et évidemment, s'il y a une taxe qui est payée en France, ils tiendront compte, ils déduiront l'impôt qui a été payé dans le cas de leur déclaration en Angleterre. Donc, le conseil peut-être à donner à Arlette, c'est de se rapprocher peut-être d'un fiscaliste anglais qui pourrait vraiment l'aider à trouver le centre des impôts auprès duquel elle pourra faire sa déclaration. Je peux rajouter une petite chose Oui, bien sûr, bien sûr. Vas-y, Oui, vas-y. parce que en réalité, cette question-là, on l'a beaucoup et on l'a pas que pour les pays anglo-saxons. Il y a une grosse difficulté quand vous lisez les conventions fiscales, parce que quand vous allez lire la convention fiscale franco-britannique en matière d'imposition des gains en capital, c'est l'article 14.1. Et l'article 14.1 de la convention dit que les plus-values sont imposées dans l'état de situation du bien. Donc, mais ils disent que, et donc vous en concluez tous qu'il n'y a que la France ou que le pays où se situe le bien qui a le droit d'imposer. Pour que vous puissiez en déduire que seule la France a le droit d'imposer le bien, il faudrait que la Convention précise que l'imposition est située que dans l'état co-contractant, c'est-à-dire dans l'état de situation du bien. Et si vous n'avez pas le petit que devant état co-contractant, c'est pas une imposition exclusive qui profite à la France, c'est-à-dire que l'autre pays a le droit également d'imposer, mais c'est pas parce qu'il a le droit d'imposer qu'il va imposer. Il faut d'abord que la plus-value existe dans l'autre pays. En Angleterre, donc au Royaume-Uni, la plus-value existe. Mais en plus, il faut pas que l'article qui prévoit le traitement de la double imposition autorise un défaut de déclaration qui pourrait nous permettre également de ne pas payer de l'impôt si cette convention le prévoyait. Donc, la convention est longue et difficile à lire. Méfiez-vous quand vous la lisez. Là, on a beaucoup de gens qui sont perdus. Faites appel à un fiscaliste français et à un notaire français, puisque maintenant on fait les déclarations de plus-value, même pour des biens situés à l'étranger. On a nos réseaux, on peut vous aider. Voilà. Merci pour ces précisions. Question de Florence. Elle nous dit, je la cite, « Nous avons gardé notre maison à Londres qui vaut autour d'1 million de livres sterling que nous avons acheté en 1981, peu de temps après l'élection de François Mitterrand. » J'ai rajouté la dernière phrase. Depuis 3 ans, nous sommes résidents en France depuis 3 ans et nous avons acheté une maison devenue notre résidence principale. J'ai par ailleurs des biens immobiliers en indivision
à Montpellier. La question est de savoir comment donner la maison de Londres à notre fille qui est binationale et qui vit à Londres. Faut-il effectuer un transfer of deeds en sa faveur ou un testament la faisant légataire de la maison? Cela serait-il suffisant? Alors, c'est moi qui ai préparé la réponse à cette question. Donc, dans un cas comme celui de Florence, il faut toujours déjà, dans un premier temps, se demander qu'est-ce qui se passe si je ne fais rien, si je ne fais ni donation, ni testament. Le bien est situé à Londres et nous, notaires français, de notre point de vue, nous appliquons un règlement qui est un règlement européen qui s'applique aux successions ouvertes depuis le 17 août 2015. Selon ce règlement, la succession, lorsqu'elle s'ouvrira, sera soumise à la loi de la résidence habituelle dans le pays dans lequel le défunt, donc la personne qui décède, a sa résidence habituelle. Donc là, Florence réside de façon habituelle en France maintenant, donc a priori, et son époux également, donc pour leur succession, c'est la loi française qui serait applicable. Pour corriger cela, il est possible de faire un testament dans lequel une personne qui a une nationalité qui n'est pas la nationalité française peut opter pour sa loi nationale comme loi applicable à la succession. Donc là, son mari est resté britannique, hein, il a la double nationalité, donc il pourrait placer sa succession sous la loi de l'Angleterre et du Pays de Galles. Ceci dit, lorsque on décide de faire un testament ou lorsque pour appliquer une loi, ou lorsqu'on reste soumis à la loi française, pardon, donc si on choisit, on se dit, je suis résident en France, ma succession sera régie par la loi française. La loi française prévoit des droits pour le conjoint survivant et des droits réservés pour les enfants, hein. Il y a une réserve héréditaire. Donc, la fille de Florence a un minimum de droits, selon la loi française, à la moitié de la succession. Et la moitié est dite d'une quotité disponible, donc on peut la laisser à qui on veut. En parallèle, il faut savoir que le conjoint survivant a des droits, hein, selon le droit français. Lorsque l'on a un enfant commun, le conjoint survivant a le droit au minimum à un quart des biens du défunt ou à l'usufruit des biens du défunt. Les droits du conjoint survivant peuvent être également augmentés sous l'empire du droit français, soit par une donation entre époux, soit par un testament qui va lui donner le droit de choisir entre d'autres options. Je vous ai dit notamment que le conjoint survivant pouvait avoir ce que l'on appelle l'usufruit. Cela veut dire à ce moment-là que le défunt laisse l'usufruit, c'est-à-dire à son conjoint survivant, dans un testament, ou selon la loi, s'il n'y a rien qui a été prévu dans un testament ou une donation entre époux, donc selon la loi française. Et cet usufruit est une partie de la pleine propriété. En droit français et en droit latin, on prévoit en général que la pleine propriété est faite de l'usufruit et la nue propriété. Celui qui a l'usufruit peut utiliser le bien et en récupérer les loyers ou les revenus si le bien est loué. Et celui qui est nu propriétaire, c'est une sorte de propriété dans le futur. Et le nu propriétaire, qui est l'enfant, hein, l'héritier, le jour où son parent, qui était le conjoint survivant, décède et qui donc avait de l'usufruit, va récupérer cet usufruit et devenir automatiquement pleinement propriétaire le jour où son parent usufruitier va décéder. Donc ça, je vous ai expliqué les mécanismes de base selon la loi française. Revenons au cas de Florence, qui a cet appartement ou cette maison à Londres et qui veut la transmettre à sa fille avec son mari. Si on reste sous la loi française, c'est-à-dire, comme je vous ai expliqué ici tout à l'heure, la loi de la résidence habituelle, Florence va peut-être laisser de l'usufruit ou vice-versa, son mari va peut-être lui laisser de l'usufruit et leur fille va avoir de la nue propriété si rien n'est fait. Il faut savoir que dans un contexte international, on doit regarder quand même si la loi applicable au décès sera la loi française. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on applique, nous, le règlement européen, la loi de la résidence habituelle, c'est la loi française. Que dit la loi anglaise?
hein, la loi qui va s'occuper de l'enregistrement, notamment de la transmission de la propriété de ce bien situé en Angleterre. En Angleterre, on n'applique pas du tout, bien sûr, le règlement européen. Avant le Brexit, ils étaient déjà en dehors du règlement européen. Et en droit international privé, selon le droit appliqué en Angleterre, la loi qui va régir la succession est la loi du lieu de situation de l'immeuble. Donc, selon eux, c'est la loi anglaise qui va résider la succession du bien situé en Angleterre. Et selon la loi anglaise, euh, il n'y aura pas cet usufruit qui pourrait être considéré comme applicable en France, avec la loi successorale qui s'appliquerait pour tous les biens, dont le bien en Angleterre du point de vue français. Et on peut se retrouver avec un système anglais qui ne reconnaît pas l'usufruit qui serait laissé au conjoint survivant. Donc il faut faire attention. Et surtout, ne pas rester à rien faire dans la situation de Florence. Donc ça, c'est déjà mon premier message. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est possible de faire soit un testament pour transmettre cette maison en Angleterre ou une donation. Hein, ça m'amène à la question de Florence. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Si l'on fait un testament en France, sous l'empire de conventions internationales, je ne vais pas rentrer dans les détails, s'il est fait selon une forme acceptée en France, il pourrait être reconnu en Angleterre. Mon premier conseil, ce serait de ne pas laisser de l'usufruit au conjoint, mais une quote-part en pleine propriété. Hein, je ne sais pas si Olivier me contredira ou pas, mais moi, je conseillerais de laisser une part en pleine propriété à sa fille, parce que sinon, si elle lui laisse de l'usufruit avec cette combinaison et que ce n'est pas accepté et reconnu en Angleterre, ça peut vraiment créer des complications. Ensuite, donc un minimum, faire un testament pour clarifier les choses. OK, ma succession sera régie par la loi française, loi de ma résidence habituelle, mais je fais un testament pour laisser une partie en pleine propriété à ma fille. Ensuite, est-ce qu'il y a un intérêt à faire une transmission du vivant de Florence, hein? La différence entre faire un testament et faire une donation, c'est qu'une donation, vous allez transmettre de votre vivant. Vous transmettez des droits et vous en gardez aussi, bien entendu, si vous le souhaitez, mais vous le faites en maîtrisant les choses et tant que vous êtes vivant. Le testament, lui, ne s'appliquera qu'à votre décès, hein, donc, c'est des choses qui peuvent être bien sûr planifiées, mais voilà. L'intérêt de faire une donation, alors ça dépend de l'âge de Florence, serait de pouvoir bénéficier éventuellement d'un intérêt fiscal, c'est-à-dire que pour un bien qui est donné et qui est situé au Royaume-Uni, en application de la Convention internationale entre la France et le Royaume-Uni, auquel je faisais référence tout à l'heure, en matière de succession, cette fois, il y en a une également en matière de succession et donation. Donc, en application de cette convention, le bien est situé en Angleterre, donc il serait taxé en Angleterre. Et dans le système anglais, il existe une mesure qui est assez intéressante, c'est que lorsque vous faites une donation et que vous survivez pendant 7 ans à partir de cette donation, il y a une exonération de droits de mutation. Hein. Par contre, il y a une taxation lorsque malheureusement on décide avant cette période de 7 ans. Donc, voilà. Donc, après, c'est à vous, Florence, de voir ce que vous préférez, transmettre de votre vivant en ayant bien organisé les choses, mais en cédant déjà des droits à votre fille, ou si vous préférez garder la maîtrise du bien, éventuellement être capable de le vendre seul, hein, sans avoir à avoir l'accord de votre fille, mais peut-être au risque qu'elle paye davantage de droits de succession. Voilà. Donc, Olivier, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou pas. Non, je voulais simplement dire que tu as tout à fait raison. Il faut faire attention au démembrement parce que en Angleterre, il y avait de la jurisprudence sur ce qu'ils appelaient la return interest, qui, à un moment donné, ils considéraient que lorsqu'on donnait la nue propriété d'un bien, il imposait sur sa valeur en nue propriété et au moment du décès de l'usufruitier, ils considéraient que le bien était retransmis une deuxième fois pour sa valeur en pleine propriété et on repayait des droits de succession sur une partie qui avait déjà été payée. Et cette jurisprudence, elle est fluctuante, donc un petit peu dangereuse. Donc, je suis d'accord avec toi, vaut mieux éviter les démembrements. Mm. Permettez-moi de me faire le porte-parole de Franz, qui nous a adressé cette question. Franz réside depuis de nombreuses années aux États-Unis. Il a la double nationalité franco-américaine. Il envisage, nous dit-il, un retour en France. Et avant mon départ,
je lis, transmettre à mes 2 enfants également franco-américains qui sont et resteront résidents fiscaux aux USA un patrimoine immobilier locatif américain appartenant à une LLC détenue par un trust irrévocable. De mon vivant, je souhaite évidemment garder les revenus locatifs du trust. Comment sera pris en compte ce volet de ma succession française? Car dès mon retour, je deviendrai résident fiscal français. Il nous apporte une petite précision. Ce trust irrévocable américain est-il considéré en France comme une donation et sera-t-il définitivement exclu de ma succession en France, compte tenu du fait que cette transmission a lieu avant mon départ des USA? Si par contre le trust irrévocable américain n'est pas exclu de ma succession en France, sur quelle base ma succession ou mes enfants qui résident aux USA seront-ils imposés? Question impressionnante, et longue. Précise, très Allez. Vous précise. avez 2 minutes. Voilà, donc on va répondre à France. Donc, vous indiquez que vous êtes franco-américain. Par conséquent, tout à l'heure, on vous parlait de la nationalité. Par conséquent, vous êtes considéré vis-à-vis de l'application de la Convention franco-américaine en matière de donation et de succession comme un citoyen US. Cela aura pour effet d'élargir le nombre de cas où la transmission de votre patrimoine serait taxable aux USA. Donc, ça, il faut que vous en ayez conscience. Le règlement de votre succession sera par conséquent plus complexe. Le côté positif du fait que vous ayez la nationalité américaine et que cela vous permettra, et au profit de vos enfants, donc d'avoir des abattements plus importants aux USA en matière de transmission, et notamment vous pourrez profiter de ce qu'on appelle la basic exclusion, c'est d'un abattement hyper important de 13 610 000 $, ce qui n'est pas négligeable. Alors ça, c'est l'abattement du côté américain, vous en profiteriez pas en France. Vous énoncez l'idée de donner vos biens à vos enfants avant votre départ aux USA, qui pour moi est une excellente idée. Ainsi, les biens transmis avant votre départ en France ne seront plus taxables en France. Il est donc conseillé d'enregistrer la donation que vous ferez à vos enfants en France. Cette formalité rendra cette dernière opposable à l'administration fiscale française. En effet, l'administration fiscale française n'est pas censée savoir ce que vous avez fait et elle pourrait considérer que vous l'avez fait après et qu'elle serait taxable en France. Donc, dès que vous faites votre donation, même si les biens sont aux USA, que vous êtes aux USA et vos enfants sont aux USA, vous avez la possibilité de nous l'adresser pour que nous vous l'enregistrerions auprès du centre des non-résidents à Noisy-le-Grand. Donc, on vous conseille fortement de le faire. Maintenant, en ce qui concerne le trust, la fiscalité applicable au trust est parfois sévère et peut parfois même être décourageante en France. L'administration fiscale française se méfie des trusts. En effet, elle craint que cette institution qu'on dit originale en France permette aux bénéficiaires de conserver l'anonymat et ainsi d'échapper au paiement de certains impôts. Si vous préférez, nous, on considère que les trusts, c'est comme un serpent de mer en France. On connaît pas bien cette notion, donc le fisc s'en méfie. Et vous, lorsqu'on va aux USA, les fiscalistes ont peur de ce qu'on appelle les sociétés civiles immobilières, qui sont des sociétés transparentes que vous connaissez pas aux USA et qui, de votre côté, sont mal appréhendées comme nous, on appréhende mal le trust en France. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Dès votre retour en France, vous serez donc obligé, en votre qualité de trustee, alors si vous n'êtes pas le trustee de votre trust, ça sera le trustee que vous avez nommé qui sera obligé de faire cette formalité. Vous serez donc obligé, en vertu de l'article 1649 AB du Code général des impôts, de faire annuellement 2 déclarations. La première, c'est ce qu'on appelle une déclaration qu'on qualifiera d'événementielle, dans lesquelles on dit, lorsque on l'a constituée, qu'on modifie les bénéficiaires ou l'écriture ou à l'extinction du trust. Puis après, on a en plus une déclaration annuelle dans laquelle on déclare la valeur des biens dans le trust au 1er janvier de l'année et on doit dire si c'est des produits capitalisés ou autres. Le non-respect de ces obligations déclaratives est puni d'une amende de 20 000 € par manquement. J'attire énormément l'attention de tous les gens qui nous regardent aujourd'hui dans ce webinaire.
Si vous êtes en France et que vous êtes bénéficiaire d'un trust, vous devez faire cette déclaration, même si c'est pas vous qui êtes à l'origine du trust. Si vous êtes un trustee situé en France et que vous faites pas cette déclaration, vous pouvez avoir aussi une amende de 20 000 euros. Et puis après, si vous êtes le constituant et que vous êtes président de France, il faut faire ces déclarations annuellement. Et si vous le faites pas, l'amende est quand même importante et elle pourrait facilement vous priver du bénéfice de votre trust. Alors, comment ça fonctionne en matière d'imposition lorsque vous serez résident en France? Plusieurs points. Soit les revenus sont distribués ou pas. Alors, si les revenus sont non distribués par le trust, ils sont pas imposables. Il peut être réinvesti dans le trust sans aucune imposition. C'est un système de capitalisation très favorable. Deuxièmement, annuellement, vous me faites une distribution des revenus au profit des bénéficiaires résidents de France. Alors que ça soit au profit des bénéficiaires, mais ça peut être aussi une distribution à votre profit puisque vous êtes le constituant. Cette distribution est imposable en France dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. C'est l'article 120-9 du Code général des impôts. Je vous invite à le lire. De plus, les biens immobiliers qui seront compris dans le trust, si ce sont des biens donc non exonérés d'imposition au titre de la législation française, vous serez obligé de les déclarer pour le paiement de l'impôt sur la fortune immobilière. Alors maintenant, on a encore une autre taxation qui se passe au moment de la donation ou du décès, si vous n'avez pas tout donné et que vous venez à décéder. La transmission des actifs du trust est soumise au droit de mutation à titre gratuit, c'est-à-dire au droit de succession. Les droits de succession, on les paie que si les parts sont déterminées, c'est-à-dire qu'on sait exactement le pourcentage que chaque personne hérite. Alors, l'avantage des soumis au droit de mutation, c'est qu'on profite des abattements et d'un taux progressif moins important. Si vous avez mal écrit la clause bénéficiaire de votre trust, vous pouvez être taxé forfaitairement à un impôt qui peut varier et qu'on appelle une taxe sui generis. C'est du latin, ça veut dire une taxe forfaitaire sans aucun abattement. Cette taxe, elle peut être soit de 45% de l'actif et elle peut même aller jusqu'à 60% si vous ne sortez pas les biens du trust ou si le bénéficiaire reste anonyme. 45%, c'est si les parts sont de façon déterminé, c'est-à-dire je donne à mes neveux et nièces 25% des biens et on n'a pas déterminé exactement le pourcentage entre chacun et on a une taxe sui generis. D'accord? Donc, vous avez bien compris que votre trust, vous devez nous le soumettre, on doit le lire et on doit s'assurer que vous l'avez pas mal écrit. Et c'est souvent que je lis des trusts qui me viennent des USA et que les fiscalistes américains ne connaissent pas le droit français et le droit fiscal français et se fourvoient en ne faisant pas les déclarations ou en ayant écrit de façon trop générale les clauses bénéficiaires. Voilà, ça vous permettra d'éviter une taxation alourdie. Par conséquent, et pour éviter une imposition en France, il est conseillé que vous transmettez la totalité des actifs de votre trust à votre enfant avant votre départ des USA et que cette donation soit déclarée en France. Donc moi, je vous conseille de donner tout, puisque vous allez avoir une exonération totale de taxation en France. Pourquoi vous limitez au LLC dans votre donation? Voilà pour mon conseil. Merci. Question de Dominique. Vis-à-vis des deux conventions franco-américaines, une sur les revenus et l'autre sur les donations-successions, comment serait traité, considéré un possesseur de green card qui passerait alors 8 mois en France et 4 mois aux US et inversement 8 mois aux US et 4 mois en France? Si j'ai bien compris la question, quel serait dans les deux cas son statut? Oui, alors c'est encore moi qui vais répondre, je m'excuse, mais comme c'est une question fiscale, je m'y suis collé volontiers. Alors votre question, Dominique, elle est intéressante parce que d'abord, elle va me permettre de rappeler et approfondir la notion de résident US selon le droit américain en fonction du type des impôts dus. Tout à l'heure, vous vous en souvenez, je vous ai expliqué que si c'est une donation, une succession, on considère que vous êtes domicilié si vous avez l'intention de rester aux USA et que vous êtes au moment de la donation résident des USA.
D'accord? Donc, dans ce cas-là, si c'est pour une donation ou une succession, moi, que vous ayez la green card ou pas, je m'en moque. Vous pouvez donc être considéré comme un domiciliaire pour la succession sans avoir de green card. Par contre, il est vrai que si nous parlons, parce que vous avez évoqué les deux cas, hein, si nous parlons de l'imposition des revenus et de la notion de résident américain dans un tel cas, les États-Unis, eux, considèrent que vous êtes résident américain pour l'imposition des revenus si vous avez la nationalité américaine ou soit si vous êtes titulaire d'une carte verte, ce qui est votre cas. Donc là, vous cochez les bonnes cases pour être imposable en tant que résident américain sur l'impôt sur le revenu. Mais vous auriez pu avoir un rattrapage parce qu'aux USA, on peut aussi bénéficier donc de ce qu'on appelle la substantial present test. C'est un test qui vous permet d'être considéré comme étant aux USA en fonction du nombre de jours que vous avez sur les 3 dernières années passées aux US. Alors j'avais prévu de vous le débloquer, enfin de vous l'expliquer, mais j'ai pas le temps parce que le temps tourne vite. Donc, si vous voulez plus d'approfondissement sur ce sujet-là, vous pourrez nous envoyer un mail. Voilà. Donc, vous pouvez choisir en fonction de l'imposition, mais dans les deux cas, vous serez considéré comme résident américain. Merci, maître. On part à présent au Canada avec Eric qui nous dit très justement « La création d'une SCI et la transmission en nue propriété à ses héritiers est une approche classique de défiscalisation de transmission du patrimoine en France. Comment déclarer ses parts dans une SCI quand on est résident au Québec ? Je comprends que c'est avec le formulaire T1135, nous dit-il, et en tant que part détenue dans une société. Quels sont les points d'attention en termes de déclaration fiscale sur ce sujet? Comment procéder le jour où les deux parents sont décédés et que l'usufruit est transféré? Alors, moi, je vais faire une partie de la réponse, mais je serai obligée de renvoyer Eric vers un professionnel local qui pourra bien l'aiguiller. Je n'ai pas envie de lui raconter n'importe quoi. Alors, ce que je sais, c'est que il a raison sur l'intérêt d'usufruit et le démembrement de propriété en France. L'usufruit est reconnu, donc le démembrement de propriété est reconnu également au Québec. Donc, je pense que ça ne poserait pas de problème en ce qui concerne la reconnaissance hein, de ce genre de droit dans son patrimoine là-bas. Par contre, sur les subtilités de la déclaration de transmission, bon, moi, je ne suis pas assez compétente en droit local pour lui répondre. Donc, il vaut mieux avoir affaire à un professionnel fiscaliste du Québec qui pourra répondre précisément. Valérie est résidente à Jersey depuis 1992, après avoir fini ses études à l'université. Elle ne compte pas revenir en France, elle a 55 ans. Elle a 2 filles de nationalité anglaise et française qui vivent à Londres. Suite à plusieurs donations dans les années 90, elle est propriétaire avec son frère 50-50 de la maison familiale en France où son père a l'usufruit. Dans l'avenir, son frère et elle envisagent de vendre la maison et sa part financière sera transférée à Jersey. Elle n'aura donc en tant qu'asset en France que ses comptes bancaires. Que se passera-t-il au moment de sa succession? Si, alors plusieurs cas de figure. 1, elle décède avant la vente de la maison en France. 2, si elle décède après, ayant seulement ses comptes bancaires. Alors, c'est moi qui ai préparé la réponse pour Valérie. Je ne savais pas que vous prépariez les réponses. Moi, je pensais Ah que c'était… ben, écoutez, heureusement, hein, parce que c'est technique. Donc, Parfait. alors en plus, c'est intéressant pour nous. Ça nous permet de répondre un peu plus précisément qu'autrement. Absolument. Alors, donc, on a 2 phases dans la question de Valérie. C'est que se passe-t-il si elle décède avant la vente, c'est-à-dire qu'elle elle laisse à ses filles de la nue propriété, hein, puisque là, il y a eu un démembrement de propriété. Le père a l'usufruit et elle et son frère ont de la nue propriété. Donc, elle aurait de la moitié en nue propriété à transmettre à ses filles. Et si malheureusement son père
décède aussi avant la vente, elle serait pleinement propriétaire de la moitié, hein, puisque son frère aurait l'autre partie en pleine propriété. Voilà, donc là, pour lui répondre, il y a aussi encore deux aspects, l'aspect civil et l'aspect fiscal. L'aspect civil, donc si elle laisse un bien immobilier, que ce soit de la nue propriété ou de la pleine propriété à ses filles, en France, on va appliquer notre règlement européen, hein, succession ouverte à partir du 17 août 2015. Donc, on applique le règlement européen sur les successions. La résidence habituelle de Valérie est hors de France. Elle est résidente à Jersey. C'est une île anglo-normande et donc c'est la loi applicable. On considérerait que c'est la loi applicable à Jersey en matière de succession qui serait applicable, sauf si au préalable, elle a fait un testament pour opter pour sa loi nationale, qui est la loi française, hein, puisqu'elle est restée française. Selon la loi anglaise, c'est la loi applicable à la succession en matière immobilière, c'est la loi de situation de l'immeuble. Donc, le bien est situé en France, donc ce serait la loi française à laquelle la loi anglaise renverrait et la loi française accepterait ce renvoi. Donc, on appliquerait la loi française à la succession. Donc, la maison serait transmise selon la loi française à ses filles directement, puisque selon la loi française, les filles ont minimum un tiers chacune dans sa succession, hein, en France. Et là, bon, si elle n'a pas fait de testament en faveur de quelqu'un d'autre, hein, elles hériteraient moitié-moitié. Il faut savoir que si elle laisse de la nue propriété, ce régime de nue propriété est reconnu en droit anglo-normand, hein. Donc, c'est pas comme en droit anglais qui ne reconnaissait pas. Tout à l'heure, on a dit que l'usufruit était dangereux en matière de droit anglais. Si c'est de la nue propriété, le droit anglo-normand le reconnaît, hein, donc ça serait acceptable. En ce qui concerne l'aspect fiscal, on doit regarder, hein, et le premier réflexe à avoir, s'il y a une convention entre la France et le pays concerné, le pays de résidence. En l'occurrence, Valérie réside à Jersey. Donc, est-ce que l'on va appliquer la convention internationale entre la France et la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord ou non? Donc là, j'ai regardé, il y a un article qui dit que cette convention n'est pas applicable aux pays, hein, aux résidents, aux personnes qui résident dans les îles anglo-normandes dont fait partie Jersey. Donc ça veut dire quoi? Les conventions, on regarde si elles sont applicables pour savoir s'il on peut éviter une double imposition, c'est-à-dire une imposition sur la succession en France et une imposition dans le pays de résidence de la personne concernée. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de convention entre Jersey et la France, donc il pourrait y avoir double imposition. Donc, il va falloir voir s'il y a une imposition à Jersey ou non. À mon avis, je ne pense pas, hein. Voilà, j'ai déjà eu le cas, il n'y a pas d'imposition à Jersey. Par contre, il pourrait y avoir une imposition en France, puisque selon l'article qui est applicable en France, qui est l'article 750 ter du Code général des impôts, les droits de mutation à titre gratuit, c'est-à-dire les taxes sur les successions, sont payables en France lorsque le bien est en France et si le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France, ce qui est le cas de Valérie. Donc, imposition à France à vérifier avec un notaire, évidemment, hein, en cas de transmission, en cas de succession, et vérification auprès des services des impôts de Jersey pour savoir s'il y aurait une imposition. Autre volet de la question de Valérie, c'était que se passe-t-il si je décède après la vente de la maison? Après la vente de la maison, ce serait des liquidités, hein, qui apparemment, une partie serait rapatriée à Jersey, d'après ce que j'ai compris, mais elle a aussi des comptes bancaires en France. Donc, même schéma, hein, que tout à l'heure en ce qui concerne l'aspect civil ou l'aspect fiscal. Donc, il y a une déclaration à faire en France si le patrimoine est supérieur à 50 000 euros. Donc, tout dépend du montant qui sera resté sur les comptes bancaires en France. Voilà, Olivier, je ne sais pas si tu as quelque chose que tu veux rajouter là-dessus. Non, c'est bon. C'est bien, Ok. c'est complet. Alors, il nous Allez. reste quelques minutes et on a beaucoup de questions. Alors, Cathy a été très sérieuse et très assidue puisqu'elle a posé 3 questions. Je vous propose, si vous êtes d'accord, de poser sa première question
et de poursuivre. Comme ça, nous aurons le temps d'en prendre encore deux par la suite, si c'est OK pour vous. Oui, bien sûr. Oui, oui. Alors, Cathy est résidente fiscale américaine aux États-Unis depuis 1991. Elle a la double nationalité. Elle nous pose la question suivante. Quelles sont les implications fiscales du côté américain pour la vente d'un appartement en France en sa possession depuis 35 ans et qui est loué? Plus d'impôts du côté français dû à une détention depuis très longtemps. Allez, on va faire une réponse hyper rapide. On va essayer de répondre très vite. Cathy, plus de 30 ans en France, pas d'imposition de dû puisque on a une exonération pour durée de détention. La convention fiscale franco-américaine précise que l'Amérique a le droit de taxer la vente qui est réalisée d'un bien situé en France. Donc l'Amérique a le droit donc d'imposer. Pour que vous puissiez faire votre déclaration d'impôt, vous allez relire l'IRS publication 523 qui va vous donner plein de renseignements. Donc votre fiscaliste local va déclarer la plus-value, mais elle n'utilisera pas la plus-value telle que nous en France nous l'aurions calculée. Elle va utiliser les règles internes aux USA pour calculer l'assiette de cette plus-value. Sachez que dans votre cas, ce sont des long-term capital gains puisque vous avez une plus-value qui est supérieure à 1 an. Dans ce cadre, il y a une imposition qui est faite dans des tranches de 15 à 20,5% de la plus-value. Et puis en plus, s'ajoute la Medicare surtaxe de 3,5% en ayant un abattement de 200 000 $ pour un célibataire ou 250 000 $ pour un couple marié. Voilà, je fais vite. Je détaille pas plus. Question de Norbert. Si un citoyen et résident US lègue une somme d'argent en héritage à un enfant ou petit-enfant en France, il n'y a normalement pas de droit de succession applicable en France en vertu de la Convention franco-américaine. Mais en est-il de même si l'argent reste dans un trust US et n'est distribué que quelques années plus tard lors d'un événement spécifique, par exemple la majorité d'un petit-enfant? Tu veux répondre ou je réponds, Cécile? Bah, comme tu veux, je peux me lancer, puis après, on Vas-y, verra si allez. tu peux compléter. On essaie de faire Alors, vite. donc là, bon, Norbert est résident en US, il veut léguer une somme d'argent, donc c'est par testament, hein, donc c'est une somme d'argent qu'il laisse à son décès à un petit enfant qui est des résidents en France. Donc là, on regarde s'il y a une convention internationale en matière fiscale. Et donc, il y a cette convention du 24 novembre 1978 avec un avenant du 8 décembre 2004. Et selon l'article 8, il y aura une imposition aux États-Unis si le défunt, au moment de son décès, avait la citoyenneté américaine ou était domicilié aux USA, ce qui est le cas de Norbert, et si les fonds sont imposables aux USA en vertu de la législation de l'État concerné. Donc, il faut qu'il voit si aux États-Unis, ce legs serait taxable ou pas. En ce qui concerne les fonds placés dans un trust, moi j'aurais tendance à dire que puisque la Convention dit qu'il faut se placer au moment du décès pour savoir où l'imposition doit être réalisée, eh bien si Norbert est toujours résident aux États-Unis au moment de son décès, quelle que soit la date de libération, hein, de ces fonds dans le trust, il y aurait une imposition aux USA si dans l'État ou l'État concerné surtout, il y a une imposition qui serait requise. Alors, j'ajoute que Norbert, attention, parce qu'on peut avoir une taxation de 45 ou 60% en France si le trust n'est pas liquidé par vos descendants. Donc, il y a un gros problème. Et puis, il faut pas oublier qu'ils auront les déclarations événementielles et d'existence tous les ans à faire. Sinon, ils auront 20 000 € d'amende par manquement et par année. Eh ouais. Donc, ouais, donc c'est quand même pas trop. Moi, je vous le conseille. Gardez le trust là. Je trouve que c'est un petit peu conseillé, c'est un petit peu une usine à gaz pour vos enfants. On arrive au terme de ce webinaire, mais j'aimerais, si vous disposez encore de quelques minutes, je sais qu'il commence à être tard en France, vous poser quelques questions et on essaie d'y répondre très rapidement. Oui. Question concise de Mourad. Est-il plus rentable d'avoir la nationalité française ou américaine pour donation, succession et pour la fiscalité internationale? Ah, ça, c'est encore une question fiscale. Vous voyez, c'est pour ça que quand même, vous avez de la chance parce qu'en France, les notaires ont fait la fiscalité. Aux USA, vous êtes obligé de prendre un civiliste ou un fiscaliste, vous êtes obligé de voir deux personnes. Et quand vous achetez, en France, les notaires, on vous évite d'aller voir 7 bureaux différents parce qu'on fait tout
on regroupe au sein de nos offices une prestation qui vous évite d'aller chercher des renseignements à droite à gauche. Je me lance, Cécile, et tu Vas-y, continues vas-y, après? vas-y. Oui, oui, Allez oui. donc, Mourad, pour répondre à votre question, la France, depuis 1976, a abandonné la notion de nationalité pour imposer. Donc, le critère d'imposition nécessite simplement en France que vous soyez résident de France ou que les biens soient situés en France. Aux USA, c'est complètement différent. C'est le dernier pays qui impose encore les gens qui ont la citoyenneté américaine. C'est-à-dire qu'un Américain non situé en Amérique, qui n'a pas de revenus en Amérique, il doit quand même déclarer ses revenus en Amérique et éventuellement payer des taxes. Voilà. Par conséquent, le fait d'avoir la nationalité américaine, ça élargit les possibilités pour l'Amérique de vous taxer. Ça, c'est plutôt négatif. Par contre, vous allez bénéficier aux USA d'abattements et d'exclusions plus intéressantes, notamment la Basic Exclusion, qui sont quand même super intéressants parce que votre niveau d'exonération, il est en millions de dollars, alors qu'en France, c'est 100 000 euros. Donc, rien à voir. En conclusion, dans votre dossier, vous allez devoir faire une étude de gestion de patrimoine international. Vous allez aller voir un spécialiste en droit international en France. Il va vous comparer les avantages et les inconvénients dans votre cas particulier en fonction de ce que vous allez nous indiquer. Puis on pourra alors là vous donner une réponse précise. Donc la réponse est peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais il faut faire l'étude. Un Cécile, tu peux résident ajouter? UK, Non, c'est ça, de toute façon. Et puis, chaque cas est différent. C'est difficile de donner une réponse générale. Voilà, on a toujours des cas différents et selon les familles, selon les métiers, selon les rythmes de vie, c'est pas toujours pareil, quoi. Donc, question de Tranquille. Pascal, un résident UK peut-il donner la nue propriété d'une société française à un enfant mineur, résident UK également? alors, en fait, le problème, c'est que c'est un problème de reconnaissance au Royaume-Uni. S'il donne s'il donne de la nue propriété, ce sera peut-être, alors selon la situation, hein, il faut voir évidemment selon le résidence, etc., au moment du décès, en application de la Convention, mais il pourrait être taxé en pleine propriété. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de faire de donner de la nue propriété? Il faut l'étudier. Alors après, ça va quand même être compliqué de donner de la nue propriété en sachant que son fils est certainement résidence britannique, donc la loi applicable à la minorité, ça sera la loi britannique du domicile, et il va falloir demander l'autorisation au juge anglais. Alors que nous, en France, on n'aurait pas eu l'obligation de demander l'autorisation au juge, puisque dans une donation, les parents représentent les enfants sans être obligés de demander. Parce que nous, on fait régulièrement des donations à des mineurs avec un pack du trade pour payer moins de droits de succession. Oui, mais franco-français. Eh oui, et alors là, il faut passer, c'est possible, mais ça, ce travail, c'est pas évident. Alors après, au lieu de donner de la nue propriété, il peut peut-être quand même donner des quotes-parts en pleine propriété pour avoir certains bénéfices. Donc peut-être il y a peut-être un intérêt, même si c'est un processus à suivre, il y a peut-être un intérêt qui peut être étudié. Ouais. On va conclure, nous sommes pour la paix des ménages sur French Morning, alors on va conclure avec cette question d'Isabelle. Mon mari américain, nous dit-elle, et moi française, possédons à Paris un appartement, nous l'avons acheté à nos deux noms. Y aurait-il un avantage à ce qu'il ne soit qu'à mon nom? Ils sont résidents aux États-Unis tous les deux? Ouais. Alors, elle ne le précise pas. Mon mari américain et moi française possédons à Paris un appartement. Nous l'avons acheté à nos noms, mais je n'ai pas la précision. Et il faudrait cette D'accord. précision, je suppose. Ouais. On ne sait pas si elle est résidente en France. Bah, Il ça faudrait dépend du étudier son contexte régime. familial, hein. Ouais, puis il faudrait regarder le régime qu'ils ont opté. Est-ce qu'ils ont, parce que si on est avec une communauté universelle, le conjoint hérite, est-ce qu'ils sont soumis à un régime légal américain, la community property ou autre, je sais pas. Là, il faudrait qu'on ait plus de données pour pouvoir bien répondre. La réponse, elle est peut-être positive, mais il faut qu'on approfondisse Ouais. là également encore une fois. Et Mm. là, les données sont trop générales, on n'a pas assez de détails pour pouvoir bien répondre. Elle peut On a renvoyer une reçu question plus précise si elle veut, on peut les regarder après, hein. absolument, on va conclure en donnant la possibilité pour les personnes qui nous suivent actuellement, très nombreuses, qui souhaitent entrer en contact avec vous. On va saluer tout de même ceux qui nous ont envoyé des questions. On n'a pas eu le temps de leur répondre. Cyril, Julie, Martha, Didier, beaucoup d'anonymes, Marie, Chris, Assaris, Jean-Christophe, Patrick, Béatrice, Sylvie, Mike, Cyril et Elodie.
Bien sûr, ces questions vont vous être transmises, maître, et ainsi que le contact des personnes qui les ont posées. Comment fait-on pour poursuivre ce webinaire qui a suscité beaucoup d'intérêt auprès de nos lecteurs? Il faut en reprogrammer un autre. C'est déjà chose faite. À la rentrée, on vous retrouve D'accord. courant septembre. J'aurai l'occasion de préciser le détail, le rendez-vous, bien sûr, sur frenchmorning.com. Merci infiniment pour nous avoir éclairés sur tous ces nombreux sujets, de nous avoir fait profiter de vos expertises respectives. Une excellente soirée à vous et merci à vous toutes et vous tous qui nous suivez et à très bientôt sur frenchmorning.com. Oui. Merci. Merci bien. Un tout petit, une mise en garde. Tous les cas pratiques qu'on vient de traiter, ils sont bien particuliers. Donc, ne prenez pas acquis pour votre cas tout ce qu'on vient de dire. Assurez-vous que ça s'appliquera bien, ce qu'on vient de vous dire, à votre cas particulier, parce qu'un moindre détail peut modifier la réponse. Donc, soyez quand même prudents. Merci à Merci. vous. On est à votre disposition si vous avez des questions, hein, de toute façon, il n'y a aucun problème. On sera Merci à vous. ravis de vous les transmettre. Excellente soirée et excellente journée à ceux qui se trouvent sur la côte est et ouest des États-Unis. À très bientôt. Bye Merci. bye. Au revoir.